Euphoria n'a pas inventé ce genre de maquillage, ou bien encore celui-ci, ou celui-ci, et pourtant, elle a tout changé. Si aujourd'hui ton maquillage est beaucoup plus créatif, il y a des chances que ce soit à cause, ou plutôt grâce à la série Euphoria. Mais ce qui est intéressant, c'est que la série n'a rien inventé. Elle a changé quelque chose de beaucoup plus profond, la manière dont on regarde la beauté. Avant l'arrivée de la série Euphoria, le monde de la beauté était déjà en train de changer. 2016, si vous vous rappelez, c'était l'époque des make-up full glam, des sourcils très dessinés, l'époque Anastasia Beverly Hills, mais aussi l'époque des cut crease. Peut-être que tous ces mots vous sont soit inconnus, soit vous rappellent plein de doux souvenirs. C'était des make-up pour la plupart très visibles, colorés, du moins maîtrisés, et pour la plupart ils étaient même techniques. Et en parallèle a commencé à se dégager un autre genre d'esthétique, un autre genre de beauté, plus naturel, moins visible, ce qu'on a appelé notamment le make-up no make-up, un maquillage qui était là pour parfaire, pour invisibiliser les imperfections, je mets des guillemets. Ce qui était recherché à ce moment-là, c'était pas comme à l'époque du full glam avec des teints par exemple très mat, très poudrés. On tendait vers quelque chose de plus frais, de plus lumineux, avec l'apparition notamment des teints glowy. Et cette esthétique, elle est largement amenée avec l'émergence de la communauté autour de la marque Glossier. Même si on rentre dans cette esthétique des teints naturels, des make-up naturels, tout ça reste contrôlé et maîtrisé. On cherche à camoufler les imperfections, on cherche à avoir ce make-up no make-up. Et en fait, que ce soit dans les make-up full glam ou les make-up lumineux no make-up, il y a une règle commune. Cette règle, elle est implicite, elle n'est pas dite ouvertement, mais le make-up doit rester beau. Le maquillage a cette fonction du beau. Il doit être harmonieux, flatteur, il doit vous faire paraître plus belle. Et puis en 2019, Euphoria arrive et cette règle explose. Et d'un coup, on voit apparaître à l'écran des paillettes, des liners graphiques et des strass. Et le make-up ne cherche plus à camoufler, ni même à être flatteur. Le maquillage devient visible et intentionnel. Derrière ces looks, il y a une personne, oui, Donny Davy, la head of make-up de la série Euphoria. Et son approche est très différente de ce qu'on voyait avant dans les séries. Elle ne pense pas vraiment le maquillage comme quelque chose qui doit embellir le personnage, mais elle le pense plutôt comme une extension de l'état émotionnel du personnage. Quelque chose de vivant, de spontané, parfois même décidé le jour même du tournage. Et c'est là que Euphoria devient intéressant. Parce que le maquillage ne sert plus seulement à être belle, il sert à raconter quelque chose. Parlons maintenant des personnages, avec en premier le personnage iconique de Rue, joué par Zendaya. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Rue, c'est le personnage principal de la série, bien que les autres actrices aient aussi une forte importance, puisque par exemple dans la saison 1, un épisode est consacré à la backstory de chaque personnage. Le personnage de Rue, il est très peu maquillé, et ce qui est intéressant avec la série Euphoria, c'est que Rue reste le personnage principal, et pourtant ce personnage ne coche pas toutes les cases de la féminité performative. C'est un personnage qui est très peu maquillé, et qui est, spoiler alert, passez si vous voulez pas, mais si vous avez vraiment pas vu la série, c'est un personnage qui est dépressif et qui est addict. Ce qui va nous amener à la voir dans des états de manque, et donc pour la plupart du temps, on va la voir par exemple avec des cernes, on va voir sa peau au naturel, et c'est un personnage qui a un look notamment hyper mythique qui est d'ailleurs dans le premier épisode de la série, c'est ses larmes pailletées. C'est notamment ce maquillage là qui a fait connaître la série, puisque c'est un des looks les plus mythiques de la série. Je pense que c'est d'ailleurs le maquillage le plus mythique de la série, alors que c'est un personnage qui est pas maquillé le reste du temps. Ici, la mise en beauté de Rue, elle sert à montrer sa fragilité et notamment sa maladie mentale. A l'inverse de Rue, on a Maddie, liner ultra précis, sharp, quelque chose qui rappelle l'énergie Black Cat. Et Maddie, elle nous a régalé pendant les 2 saisons et bientôt 3 saisons d'Euphoria avec ses liners à la fois graphiques et strassés. Il y a même d'ailleurs plusieurs looks où on va retrouver les strass soit au niveau de ses sourcils, soit entre ses paupières et ses sourcils. Le rôle du maquillage chez Maddie, il est différent de celui de Rue. Là où chez Rue, le maquillage permet de comprendre l'état psychologique du personnage, chez Maddie, il laisse d'autres indices. Maddie, c'est un personnage qui reflète l'ultra confiance en soi. Pourtant, on va le savoir grâce à l'un des épisodes où elle se confie, cette ultra confiance est en vérité fakée. Son maquillage, il a alors plutôt le rôle d'une armure. Elle se protège du monde extérieur. Maddie, ça reste celle qui a un des cœurs les plus purs,
qui donne cette attitude de bad bitch. D'ailleurs, Maddie aujourd'hui, c'est même devenu une expression. On peut la retrouver notamment dans la chanson, très belle chanson de Yoa, Maddie, qui est dédiée à ce personnage latina, pleine de confiance et surtout loyale et avec des valeurs fortes. Son maquillage, il lui permet aussi d'exister, de dominer et de garder le pouvoir. Que serait Maddie sans Cassie? Ou plutôt, je devrais dire l'inverse, que serait Cassie sans Maddie? Cassie, je trouve que Cassie, c'est le personnage par excellence avec cette féminité dite performative. On parle de masculinité performative. Il y a d'ailleurs un épisode qui vraiment met l'accent dessus, c'est l'épisode de la pièce de théâtre. Et je trouve que Cassie, pourquoi elle reprend les codes de la féminité performative, c'est parce qu'elle va avoir des looks justement dits beaux. On retrouve donc des looks assez frais, assez glowy, et bien sûr on ne peut pas ne pas se rendre compte de l'hyper-féminité qui est mise en avant. Le personnage de Sydney Sweeney, donc Cassie, c'est un personnage qui a été longuement critiqué, notamment pour son hypersexualisation, mais dans ses make-up, ça se ressent plus par le fait qu'elle va performer, elle va utiliser les codes du maquillage dit beau pour pouvoir attirer le regard des hommes puisqu'elle vit à travers ce prisme. Mais plus la série avance et plus les make-up de Cassie évoluent. Bon, petite précision, c'est le cas pour tous les personnages, mais ce qui est intéressant avec Cassie, c'est qu'au début elle va démarrer avec des looks très soft, très frais, très lumineux comme je vous disais, et ça va vraiment venir évoluer. Ces make-up ils vont devenir plus intenses, son besoin d'attention va devenir aussi plus intense, un peu comme des cris à l'aide. Et notamment pour celles qui ont apprécié la série, spoiler alert saison 2, Cassie lorsqu'elle cherche à capter l'attention de Nate, elle va reproduire à la fois les looks vestimentaires et les make-up looks de Maddie. On va du coup la retrouver avec un liner graphique tracé, ainsi que ses habits. Elle veut à tout prix plaire à Nate et comme elle sait que Nate est amoureux de Maddie, l'une des façons d'attirer son attention est de tout simplement ressembler à Maddie en lui empruntant ses codes. Cassie, plus la série avance, plus elle devient excessive, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a une très belle scène qui est pour le coup très esthétique, la scène métaphorique lorsqu'elle pleure entourée de fleurs. C'est le personnage par excellence qui cherche l'approbation masculine et qui ne vit que par celle-ci, d'abord par celle de son père, puis celle de ses différents petits amis, puis celle de Nate. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle empruntera toujours les codes de ce qui lui permettra d'obtenir cette attention. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle essaye de correspondre à une image de la petite copine parfaite, à une image de la fille parfaite. On passe maintenant au personnage de Jules, mon personnage préféré, mais je pense comme beaucoup de personnes. C'est le personnage qui est le plus libre visuellement, que ce soit en termes de couleurs, de forme, de créativité. C'est évidemment lié à sa personnalité. Comme je vous le disais pour Cassie, le maquillage également de Jules évolue dans le temps. On sent qu'il ne suit aucune règle. C'est un terrain d'exploration de son identité. Il y a un changement plutôt radical entre la saison 1 et la saison 2 en termes de make-up. Et la plupart des looks que je trouve iconiques dans cette série sont notamment ceux de Jules, avec son maquillage nuage, le maquillage qu'elle porte en tant que Juliette, la virgule intérieure, le liner intérieur qu'elle fait lorsqu'elle est au lycée, et évidemment les cils métallisés aussi qu'elle porte, qui sont incroyables. L'expression du make-up de Jules, comme je vous le disais, sert à explorer. On sent qu'elle se cherche dans la série, ce qui est plutôt logique ou normal, puisque Jules est une femme trans. Comme on peut le voir dans la saison 1, on voit aussi les traces des injections qu'elle se fait d'hormones sur la cuisse, qui laissent des marques. C'est un personnage en constante évolution, qui aime et qui aime être aimé également. Et je trouve que autant son maquillage traduit et retranscrit sa créativité, c'est un personnage fondamentalement créatif. Et je me suis posé la question, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que la petite similarité avec Cassie, c'est que autant toute la partie créative est vraiment propre au personnage de Jules, autant je me pose la question sur attirer l'attention sur soi. On le voit notamment dans la saison 2, Jules, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'une certaine présence, elle a besoin de voir des signes d'amour. Et je me demande du coup si aussi certains make-up pourraient pas faire écho à ceux de Cassie, dans le sens où elle performe pas de manière classique avec des looks dits
féminins, je mets des grosses guillemets, des looks un peu neutres, chic, glowy, mais au contraire, si certains looks très graphiques sont pas là aussi pour attirer l'attention sur elle. Je pense qu'en premier lieu, ses make-up sont plutôt là comme une extension de sa personnalité, mais comme il y a vraiment ce besoin d'être aimée, ça se voit, elle crave l'attention. Je me suis posé la question, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On a également le personnage de Kat qui est hyper intéressant, bien que ce soit un personnage qui soit plus présent à l'écran et notamment qui a été en retrait, qu'on a moins vu dans la saison 2. C'est un personnage dont les looks sont ultra puissants et qui exprime notamment sa transformation. Contrairement à Maddie qui dès le début va avoir des looks très assumés, très baddie, Kat elle va construire au fur et à mesure une certaine confiance en elle, notamment avec des looks plus dark ou des liners qui vont l'aider à prendre confiance. Elle construit une nouvelle version d'elle-même à travers son apparence. Kat, c'est un personnage qui est tellement intéressant et qui est tellement sous-exploité, mais bon, on est là juste pour parler de la DA et des make-up et de leur impact. Ce qui nous laisse avec Lexi, le personnage de Moda Patov, et Lexi, la plupart du temps, a des make-up assez discrets. Et ça va particulièrement bien avec son personnage. Lexi, c'est un personnage qui observe. Vous savez, on dit soit le personnage principal de ta vie, soit le main character. Lexi, elle, au contraire, elle est le spectateur de sa vie. C'est une observatrice très pointilleuse qui aime observer le comportement des gens et décortiquer tout ce qui va être dit, les dialogues, les mots ont une certaine importance pour elle. Et même si pour tous les personnages qui sont moins marqués visuellement avec des looks plus originaux ou autres, je pense à Lexi, je pense à Kat ou je pense à Cassie, ça les empêche pas d'avoir parfois des looks avec des strass, notamment lors du bal ou dans d'autres événements où évidemment l'esthétique Euphoria va se blender, va se mélanger et on va aussi les voir avec des looks plus poussés. Mais la plupart du temps, lorsqu'on va les voir dans leur vie un peu ordinaire, ce ne seront pas les personnages qui auront les looks les plus affirmés. Dans Euphoria, le maquillage ne sert pas à être beau ou belle. Il sert à dire qui tu es, littéralement. Il donne des indices au spectateur. Il lui donne de quoi comprendre plus en détail les personnages. Et c'est là que la série dépasse l'écran, parce que ces codes, ils vont être repris partout. Sur TikTok, sur Instagram. Les paillettes, les strass, les liners graphiques vont devenir mainstream. Là où avant on les retrouvait exclusivement dans des looks par exemple éditoriaux dans des magazines, ou bien dans la sphère beauté, que ce soit par des professionnels ou des gens qui consomment directement, assidûment la beauté, tous ces éléments ils vont devenir accessibles. On est d'accord, Euphoria ne crée pas ces esthétiques, les paillettes, les strass, les liners graphiques existaient bien avant Euphoria, mais la série les a rendus désirables et accessibles au grand public. Mais ce qui est encore plus intéressant par la suite, c'est que Euphoria ça sort en 2019. Ça a son impact. On voit des liners graphiques de partout, des ombres mono colorées, plein de choses qui sont propres au look que l'on retrouve dans les personnages d'Euphoria, mais une contre-tendance s'installe par la suite. Et vous me voyez venir, celui de la clean girl. Une esthétique beaucoup plus minimaliste. On retrouve par exemple une peau glowy, des cheveux tirés notamment avec un chignon, ce qui est appelé le slick bun, un maquillage discret, clin d'œil au make-up, no make-up. On retrouve aussi l'émergence de la tendance du blush, de l'effet bonne mine en priorité, et comme une sorte de retour à un certain contrôle. Comme si après avoir expérimenté, après avoir été libre, avoir fait des choses colorées, des make-up notamment où, j'ai oublié de le dire, mais la peau est notamment laissée apparente, c'est-à-dire que on va voir notamment dans la série des peaux avec des imperfections, du grain, etc. C'est pas camouflé. Là, ce qui est intéressant avec l'émergence de la clean girl, c'est un entre-deux. Camouflé, mais pas trop. On l'a beaucoup vu, notamment aussi avec l'émergence du make-up care, un mélange entre le maquillage et la skincare, autrement dit, un maquillage qui est aussi formulé à base de soins. Et cette nouvelle tendance, elle est intéressante parce qu'elle traduit autre chose. Comme si la beauté essayait de redevenir acceptable. Avec le retour discret des injonctions, par exemple comme ne pas avoir de cernes, avoir le teint lumineux, ne pas paraître trop fatigué, tout en ayant l'air pas trop maquillé. Et comme ça fait à peu près 5 ans, bon, au moins 3 ans de trend marketing de la clean girl, mais en vrai, les racines de la clean girl, ils ont émergé notamment avec Glossier, comme je vous disais. Il y a une espèce de saturation de la trend clean girl qui vient à s'estomper, même s'il n'y a pas de rupture totale, c'est-à-dire que évidemment une partie des gens continuent puisqu'ils adhèrent à cette esthétique, et une autre partie s'est repenchée plutôt sur l'esthétique d'il y a 10 ans, 2016, où comme je vous disais,
La place était plutôt au cut crease, au liner, à des choses plus marquées, plus colorées. Comme si la clean girl avait un petit peu étouffé toute cette dose de créativité et que les gens avaient envie de nouveau de mettre un petit peu de couleur dans leur vie. Et avant de vous laisser, je suis obligée de faire un petit point sur l'ADA puisque je suis directrice artistique et illustratrice, je suis freelance. Et c'est très dur de parler de l'esthétique d'Euphoria, même si je parle que de la beauté, sans vous parler de la direction artistique de cette série, qui est en plus un sujet un peu problématique. L'esthétique d'Euphoria est directement liée à l'esthétique de Petra Collins. Ce qui est intéressant, c'est que de base, on ne savait pas qu'elle avait bossé sur cette série. Petra Collins, c'est une photographe qui est née en 1992 et qui est américaine. Elle est notamment connue pour son travail des couleurs, sa manière de shooter avec des angles et sa particularité de mettre en lumière l'intimité des femmes. Et quand je dis intimité, c'est pas forcément l'intimité à laquelle vous pensez, c'est une photographie de type intime où on se sent dans l'univers, on se sent chez les personnes. On voit aussi une intention de mettre en scène, comme ce dont je vous parlais par rapport au maquillage qui retranscrivent une partie de l'état émotionnel des personnages. Petra aussi, elle va choisir de temps en temps de vraiment incarner avec un shoot qui sera un peu plus poussé en termes de DA. Et moi je suis assez fan, je suis même très fan de ce qu'elle fait depuis des années. Et lorsqu'on a appris qu'elle avait travaillé sur la série et qu'elle n'avait finalement pas participé à la production, les gens se sont posé des questions. Euphoria s'est sorti en 2019 et cette série elle a été créée par Sam Levinson. Du coup, vous me voyez venir, mais la problématique c'était est-ce que Sam aurait volé l'esthétique de Petra ? Puisque c'est très dur de ne pas remarquer toutes les ressemblances entre l'œuvre de Petra Collins et la série Euphoria. Petra elle s'est exprimée à ce sujet, il me semble l'année dernière ou l'année d'avant, et du coup vient la question du plagiat, la question de voler l'esthétique d'une personne. C'est-à-dire que Petra elle a mis des années à construire cette direction artistique qui lui est propre et qui est d'ailleurs très reconnaissable, et cette série, Euphoria, emprunte cette esthétique. Sauf que dans le domaine artistique, et peut-être que vous le savez déjà, parfois certaines choses sont dures à être reconnues comme un vol ou comme une appropriation. Est-ce qu'on peut vraiment s'approprier une esthétique ? À qui appartient vraiment une direction artistique ? La direction artistique dans le domaine juridique, c'est quelque chose qui peut être assez flou, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il me semble qu'il n'y a pas de procès, du moins envers Sam Levinson. Mais je tenais à vous le dire, puisque si jamais vous ne connaissez pas le travail de Petra Collins, je vous invite vivement à aller le découvrir. Et surtout, c'était nécessaire de rendre à César ce qui est à César. En conclusion, Euphoria n'a pas inventé le maquillage artistique, mais elle l'a rendu visible. Cette série elle a été largement diffusée, elle a même été acclamée et récompensée, bien qu'elle possède de nombreuses controverses à son actif. En rendant ce type de maquillage visible, elle a surtout contribué à le rendre désirable et mainstream. Et aujourd'hui, en 2026, on oscille un peu entre deux mondes, une beauté maîtrisée et une beauté un peu plus créative. Et peut-être que le vrai changement est là. Le maquillage n'est plus une règle, il est un langage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous, comment vous percevez la beauté dans Euphoria ? Est-ce que c'est une beauté qui a plutôt été libératrice ou au contraire, est-ce qu'elle a plutôt eu une place de mettre une pression supplémentaire ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker ou à laisser un petit commentaire. Si jamais vous voulez voir plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire. C'était une vidéo un peu introduction, un peu survol sur Euphoria. Mais si vous voulez plus de vidéos sur Euphoria, n'hésitez pas à me le dire.